Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés. Alors, c'est la revue de presse numéro 532 du 20 juin 2025. Alors, une bonne nouvelle tout de même, M. Trump est en train de reculer. Il ne veut plus lancer ses avions sur Téhéran et sur l'Iran en général. Il va attendre 2 semaines. Espérons que ce sera 2 semaines où il pourra faire la paix. La paix. C'est tellement important à mes yeux. Bon, et puis nous allons parler dans cette revue de presse de l'Ukraine, bien sûr, évidemment, des avancées russes en Ukraine, mais pas seulement. Nous allons parler évidemment du Moyen-Orient, des hésitations de Trump, mais pas seulement. Netanyahou, que veut-il vraiment? Que veut-il faire? Et puis de la population israélienne qui commence à paniquer, là, parce qu'elle ne sait absolument pas où elle va. Voilà. Ouais. Elle ne sait absolument pas si Netanyahou ne va pas l'entraîner dans une guerre qui sera en défaveur d'Israël. Voilà, mes chers abonnés. Alors, rejoignez-moi sur Patreon parce que je partage tous les jours des articles du monde entier, du New York Times, de Haaretz, un journal quotidien d'opposition à Netanyahou, euh, de L'Orient le Jour, un quotidien libanais, bien sûr de quotidiens français comme Le Monde, Le Figaro, mais plein d'autres, plein d'autres. Et puis, je fais des interventions régulièrement. Alors, rejoignez-moi. Ah, puis j'oubliais les cartes. Les cartes, oui, bien sûr, les cartes journalières des positions en Ukraine, au Moyen-Orient, etc., etc. Donc, allez-y, rejoignez-moi sur Patreon, sur X également. Et puis, si vous voulez, contactez-moi sur mon site web, philippebuffon.org. Allez, à très bientôt, mes chers abonnés. Au revoir. Dans le dernier bombardement sur la ville de Kiev, les autorités locales ont annoncé la mort de 21 personnes et de 130 blessés. Les échanges de prisonniers de guerre et de dépouilles de soldats tués au combat continuent entre Russes et Ukrainiens, faisant suite aux accords d'Istanbul. Les Russes ont rendu plus de 6000 corps de soldats ukrainiens tués au combat, et les Ukrainiens en ont rendu beaucoup moins. Sur le terrain, les combats se poursuivent avec une intensité soutenue. Depuis Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine s'est toutefois dit prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky pour mettre fin à la guerre. Soulignant qu'un travail préparatoire important restait à accomplir, le président russe a annoncé la reprise d'un nouveau cycle de négociations entre Kiev et Moscou, n'excluant pas la possibilité d'un face-à-face avec son homologue ukrainien. Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап. Après avoir mené les plus importantes frappes sur Kiev de cette année dans la nuit de lundi à mardi, un bilan provisoire de 28 morts ayant été annoncé, Moscou a lancé 104 drones sur 6 régions ukrainiennes au cours de la nuit. 88 d'entre eux auraient été abattus ou ont disparu des radars selon l'armée ukrainienne. En parallèle, la Russie a diffusé des images montrant, selon elle, une opération menée contre les troupes ukrainiennes au moyen d'hélicoptères de combat et de pièces d'artillerie dans des lieux non divulgués. En résumé, on note une légère avancée des Russes sur le front de Siversk, plus précisément dans le village de Riorivka. Sur Chassifiar, les Russes consolidaient leur position au nord-est du village de Stupochki. Et enfin, l'avancée la plus significative de ces dernières 48 heures est à mettre au profit des Russes au sud de Konstantinivka et plus précisément entre les villages de Yablonivka et de Zoria où ils ont sécurisé un peu moins de 10 km² de terrain. Quel point commun y a-t-il entre l'opération Toile d'araignée survenue il y a quelques jours en Russie et celle du pont de Crimée de ce début du mois de juin? Un nom revient avec insistance, le SBU, le service de sécurité de l'État ukrainien. Mais le SBU, c'est quoi?
Le service de sécurité ukrainien est le principal service de renseignement et de contre-espionnage du pays. Héritier direct de l'antenne ukrainienne du KGB soviétique, il a officiellement été créé le 20 septembre 1991 à la suite de l'effondrement de l'URSS. Lors de cette transition post-soviétique, l'Ukraine a changé le nom de ce service tout en gardant son personnel et ses pratiques, opaques pour certains et peu soucieuse du droit civil pour les autres. Mais depuis 2022 et le début du conflit russo-ukrainien, le rôle du SBU a radicalement changé. Initialement, il était chargé de lutter contre le terrorisme, la corruption, les crimes organisés et l'espionnage. Mais depuis 3 ans, le SBU s'est transformé en un service de renseignement beaucoup plus offensif, avec ses 27 000 membres pouvant être portés à 31 000 en période de crise. Il mène des opérations de sabotage et d'élimination ciblées en Russie. Il y a eu des deals qui ont été au final accédés par l'Ukraine et Zelensky sur les terres rares, donc des concessions qui ont été apportées. Encore une fois, il s'agit de pouvoir réunir les différentes parties prenantes autour de la table. Ouais. Ça va dans le bon sens, ça prend hélas plus de temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps et le risque, c'est de voir les États-Unis se désengager et le fardeau, hein, à la fois militaire et financier, retomber sur les Européens. Je vais être un peu cynique mais réaliste, mais c'est un fardeau qui est insoutenable pour l'Europe. Et là, et malgré toute la bonne volonté, malgré les apports, c'est tant sur le renseignement que sur les équipements, que sur la formation et qui a pu être apportée, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Le conflit est terminé s'il y a un désengagement américain. Donc ça montre aussi l'urgence, plutôt que de vouloir essayer de tirer la couverture à soi et dire bah tiens, ça y est, cocorico ou que sais-je, ou on crée une Europe de la défense. L'enjeu est surtout de s'assurer qu'on puisse arriver au terme de ce conflit, plutôt que de savoir qui aura eu la primeur d'établir le deal ou du cessez-le-feu ou que sais-je. La guerre, c'est toujours un phénomène complexe. On n'en voit généralement que la surface en réalité. On voit les chars, les destructions, les bombardements. Et finalement, ce que l'on voit n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais pour comprendre le conflit, on est obligé d'aller un peu plus profondément dans les coulisses, si on peut dire, de ce qu'on observe sur le terrain. Et il me semblait important de venir sur ces éléments parce qu'on s'aperçoit que, particulièrement en Ukraine, par le passé, mais aussi dans le conflit actuel, c'est une dimension qui joue un rôle essentiel, mais qui est totalement oubliée ou ignorée des médias traditionnels. Tous les conflits ont une dimension cachée, clandestine, il y a des éléments secrets, le jeu de puissance, etc. On a ça dans tous les conflits. Mais dans le conflit ukrainien, c'est ce qui fait un peu peut-être la particularité de ce conflit, c'est que le rôle des agents clandestins ou des agents de l'ombre, d'une manière plus générale, a affecté ce conflit ou influencé ce conflit pratiquement depuis le début de la guerre froide. Il est important aujourd'hui pour comprendre tout ça parce que on constate qu'il y a à travers les décennies, depuis 80 ans de guerre froide, enfin depuis 80 ans que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, eh bien on s'aperçoit que ces activités clandestines n'ont pas vraiment cessé en réalité. Dès 1945, à vrai dire, les Occidentaux ont compris ou ont perçu l'Union soviétique comme une menace potentielle. Les Alliés qui avaient combattu ensemble pour détruire l'Allemagne nazie, eh bien finalement, en 1945, se retrouvent avec deux systèmes politiques, économiques qui sont distincts et qui, dès ce moment-là, commencent à se voir comme des adversaires. Et c'est là où la guerre secrète commence à intervenir, parce que dès 1945, par exemple, les Ukrainiens qui avaient combattu dans la Grenadier Division Erste Galitzien, qui était la division SS d'ailleurs, au service de l'Allemagne contre l'Union soviétique, eh bien, qui s'étaient rendus à l'armée britannique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, au lieu de les condamnés pour les crimes de guerre que ces Ukrainiens avaient commis, les Britanniques les ont mis de côté et même les ont transférés secrètement, littéralement secrètement. On a su ça
uniquement dans les années 80, d'ailleurs, ce transfert a été extrêmement discret au Canada, de façon à pouvoir les réutiliser dans une guerre clandestine, sorte de guerre de subversion ou de guérilla en Ukraine contre l'Union soviétique. Donc déjà en 1945, à peine le Troisième Reich avait été vaincu, que les Alliés, notamment les Britanniques, alors on sait que Winston Churchill était très anti-soviétique, eh bien dès ce moment-là déjà, l'Occident se préparait à une guerre clandestine de subversion, littéralement, contre l'Union soviétique. Situation in Iran. I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president. Comment on pourrait décrypter ce qui se passe aujourd'hui ? C'est très compliqué parce qu'en fait il y a des conflits qui se superposent, parce qu'il faut pas oublier l'Ukraine, il faut pas oublier tout ce qui se passe à gauche à droite. Donc enfin on a une espèce de remise en cause de notre stabilité, celle qui avait été acquise en 1945. Ouais. Et donc on est dans une forme de déstructuration massive de l'équilibre, je dirais, mondial. Et donc la guerre entre Israël et l'Iran n'en est que la suite. Maintenant il y a un moment fatidique. J'aime bien rendre le truc lunaire parce que c'est vrai que si on essaie d'avoir, il faut essayer de comprendre la logique, et on voit que en Israël, le 7 octobre a été un élément déterminant, et qu'à partir de là, ils ont enclenché un processus de destruction de l'ennemi. Et coup de chance, Hamas, Hezbollah, oui, voilà, etc. En fait, le coup de chance en fait pour Israël, c'est qu'en fait les Iraniens n'ont jamais beaucoup investi dans leur armée. Par contre, ils ont investi dans leur capacité à faire des missiles. Mais comme ils avaient une armée qui était plutôt défaillante, qui était plutôt même obsolète. Ils ont pas d'armée de l'air, par exemple. Alors, ils avaient bien fait monter en puissance un corps politique, qui était les gardiens de la Révolution, mais qui est un corps politique. En gros, 40% des activités économiques de l'Iran sont gérées par les gardiens de la Révolution. Fait, ils ont des usines, bon, bref. Donc on voit qu'ils n'étaient pas structurés globalement pour résister à Israël. Donc ils ont créé ce qu'on appelle des proxys. Donc ils ont mis en place encore une fois des faire-valoir ou des proxy Hamas, proxy Hezbollah, proxy Houthi au Yémen. Exactement, et le proxy au Syrie, les proxys avec les chiites en Irak, etc. Donc il y a ce système-là. Et qu'est-ce qui se passe le 7 octobre ? En fait, Israël décide de les détruire les uns après les autres. C'est pour ça qu'on est surpris lorsqu'ils rentrent à Gaza. Après on dit tiens, et après ils font le Hezbollah. On dit c'est pas possible. Ils vont pas oser. Ils le font quand même. Et en fait, le fait du Hezbollah est incroyable parce que cette destruction, 3000 blessés d'un coup, je sais plus combien ça avec les beepers, etc. Une histoire de fou. Donc bilan, en Syrie où il y a le Hezbollah, ils viennent renforcer les Libanais, mais le problème, ils abandonnent la Syrie. À ce moment-là, vous avez les Turcs qui déboulent à Damas. Donc en fait, tout se déstabilise. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le coussin qu'avait mis en place l'Iran au fil des années, qui est un coussin protecteur, parce que l'outil opérationnel iranien était un outil, décalé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils avaient un outil qui permettait en fait de déstabiliser tout le monde en disant attention, si vous nous touchez, on a tout un système un peu bizarre qui peut éventuellement vous déstabiliser.
Dans une démonstration puissante d'unité, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont adressé un avertissement à peine voilé mais sans équivoque au président américain Donald Trump. Ne plongez pas davantage le monde dans le conflit entre l'Iran et Israël. Au cours d'un entretien commun, les deux dirigeants ont condamné les actions militaires d'Israël, Poutine les qualifiant de violation du droit international. Xi Jinping, plus mesuré, a tout de même pointé du doigt les grandes puissances, en particulier celles qui disposent d'une influence, les exhortant à œuvrer pour la désescalade plutôt que la provocation. Le message était clair. Trump reculait. Alors que Trump envisage une intervention militaire aux côtés d'Israël, Pékin et Moscou cherchent à s'imposer comme des voies de retenue sur la scène internationale. Leur objectif? Saper le leadership américain et proposer un nouvel axe diplomatique, incluant la Chine, la Russie et l'Iran. Pékin, en particulier, y trouve des intérêts stratégiques. L'Iran est un acteur clé de la nouvelle route de la soie, un partenaire énergétique essentiel et un contrepoids politique face à l'Occident. Les médias d'État chinois et plusieurs experts accusent désormais Trump de pousser les États-Unis vers une nouvelle guerre sans fin susceptible de fragiliser la stabilité mondiale. Cela intervient à peine 2 ans après que la Chine a facilité un accord historique de paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran et seulement quelques mois après le début du second mandat de Trump, déjà marqué par les tensions. Poutine et Xi ne se sont pas contentés de paroles. Ils ont proposé une alternative, la médiation diplomatique, le dialogue plutôt que la force militaire. Le ministre chinois des Affaires étrangères multiplie d'ailleurs les appels à ses homologues du Moyen-Orient dans une intense campagne de paix. Mais certains observateurs doutent de la capacité réelle de la Chine et de la Russie à instaurer la paix ou se demandent si elles ne profitent pas simplement du chaos pour redéfinir l'équilibre mondial. Ce qui est certain, c'est que les enjeux montent, les alliances internationales évoluent, et alors que le spectre de la guerre se fait de plus en plus pressant, la question n'est plus seulement celle de l'Iran et d'Israël, c'est celle de savoir si le prochain grand conflit mondial ne se prépare pas silencieusement sous nos yeux. Les déclarations de la Russie ont montré un peu les deux facettes de la même médaille, à savoir d'un côté, là vous commencez vraiment à nous emmerder et on peut aller plus loin si vous le souhaitez, et de l'autre, ah oui mais l'Iran n'a pas demandé une alliance formelle avec nous. Il faut être très clair, à ce niveau de résolution, c'est-à-dire Trump qui vraisemblablement a complètement trahi son électorat de bout en bout, sauf s'il joue encore un triple quadruple jeu. Sylvain Ferreira, notre invité prestige, vient de faire une analyse de ça sur sa chaîne Veille Stratégique. Vous pouvez retrouver son analyse de Trump va-t-il ou s'apprête-t-il ou a-t-il trahi, ou bien est-ce que le Mossad a des dossiers compromettants sur lui que le FBI n'aurait pas sorti, ce qui est tout à fait plausible mais quand même difficile à croire. En tout cas, face au poids de tous les États-Unis pour aller tabasser l'Iran, les seuls qui peuvent vraiment s'interposer, c'est la Russie et la Chine. La Chine n'est pas du tout testée en théâtre d'opération. Elle a un niveau technologique remarquable, elle a des porte-drones, elle est capable de coordonner des essaims de drones à un niveau stellaire, elle a la meilleure logistique du monde, mais le moral et la capacité à prendre des tartes dans la gueule de son armée ne sont absolument pas testés, on va y revenir. Nous sommes très préoccupés par la possibilité d'une escalade. Le point de vue de la grande majorité de la communauté internationale est de voir la mise en place d'un cessez-le-feu immédiat et la protection des civils. La question du nucléaire ne peut être résolue qu'à travers la négociation. Le Conseil de sécurité doit prendre des mesures concrètes à cet égard. Alors aujourd'hui, le prince héritier d'Iran fait cette déclaration qui me sidère. همیهنانم جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. در این روزهای دشوار دل من با همه شهروندان بی‌دفاعی است که آسیب دیدند و قربانی جنگ طلبی و توهمات خامنه‌ای شدند. من سالها کوشیدم تا میهنمان گرفتار آتش جنگ نشود. پایان جمهوری اسلامی، پایان جنگ 46 ساله آن. Alors, ne se rend-il pas compte ou oublie-t-il que ce sont les Américains
qui ont renversé son père, le Shah d'Iran. Parce que le Shah d'Iran, à ce moment-là, voulait une chose, c'était nationaliser les pétroles. Nationaliser les pétroles iraniens. Et donc, il y a eu un coup d'État et le Shah d'Iran a été renversé. C'est incroyable, hein, ce que les gens oublient. Dans un rare entretien à la télévision publique, le Premier ministre israélien affirme que son pays est en marche vers une victoire décisive contre l'Iran. J'ai dit nous allons changer la face du Moyen-Orient. Et là, je vous dis, à vous et à nos téléspectateurs, nous changeons la face du monde. Des objectifs de guerre pour lesquels toute aide est la bienvenue, selon les mots de Benyamin Netanyahou. Les États-Unis sont les seuls à détenir la bombe GBU-57, unique arme susceptible d'atteindre le cœur du programme nucléaire iranien. Mais 7 jours après le début de la guerre, Donald Trump laisse planer le doute sur une possible intervention militaire contre Téhéran. J'ai reçu un message directement du président, le voici. Compte tenu du fait qu'il y a une possibilité substantielle de négociations éventuelles avec l'Iran dans le futur proche, je prendrai ma décision sur le fait d'y aller ou non au cours des 2 prochaines semaines. Le guide suprême iranien a lui proclamé mercredi que son pays ne se rendrait jamais. Selon Ali Khamenei, une intervention dans la guerre conduirait à des dommages irréparables. Une mise en garde partagée par Moscou. Nous souhaitons mettre en garde Washington contre toute intervention militaire. Ce serait une démarche très dangereuse, avec des conséquences négatives imprévisibles. Les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques doivent rencontrer ce vendredi à Genève leur homologue iranien. Une réunion à laquelle doit participer la chef de la diplomatie européenne, selon Téhéran et Berlin. Il y a quand même une question qui se pose auprès des Trumpistes de la première heure, la base MAGA qui se demande à quoi joue Donald Trump. Alors Trump, avant tout, il se fait élire sur un bilan. Le bilan, c'est son premier mandat, qui est le premier mandat de mon vivant, c'est-à-dire près de 40 ans, au cours duquel un président américain n'a pas déclenché de nouvelle guerre. Donc c'est pas uniquement des promesses de campagne. Ensuite, vous l'avez vu, il n'a pas été un va-t-en-guerre où il n'a pas cédé à différentes pressions qu'on pourrait dire du complexe militaro-industriel ou du Deep State. Là, il intervient, il projette des destroyers, des porte-avions dans la région, il fait une démonstration de force. Il a fait un appui défensif par rapport à certains missiles qui visent Israël de la part de l'Iran, mais il n'y a pas de bombardements américains qui sont réalisés. Il a dit qu'il se donnait 2 semaines. Il faut 2 semaines, mais ça montre bien cette approche dans laquelle on dit est-ce quelqu'un de fougueux, impétueux, vous savez, le feu et le chaos. Mais là, au contraire, il pondère, il dit il est possible, probable qu'on puisse aboutir à un accord de paix. Je laisse 15 jours pour que ça puisse venir. Il n'y a pas de cessez-le-feu comme aurait pu prétendre certains autres chefs d'État. Au contraire, c'est pas du tout la dynamique. C'est qu'effectivement, l'Iran est acculé. Ils ont potentiellement la possibilité d'arriver à un deal pour démanteler leur nucléaire. Mais vous avez un leader spirituel, leur chef spirituel, qui est un jusqu'au boutiste de 86 ans, dont on n'attendrait rien de moins qui continue à lutter, même si de fait, ses défenses ne sont plus là. Ils ont absolument plus le contrôle de l'espace aérien. On sent ça devient compliqué. C'est un peu la fin de partie pour l'Iran. Si Trump et l'Amérique réussissent leur coup avec l'Iran et réussissent par exemple à démembrer l'Iran, ce sera une victoire historique. Et je pense qu'il y a des flatteurs des deux côtés. Il y a les flatteurs qui disent Trump, tu seras l'homme de la paix, et puis il y a ceux qui disent tu vas changer l'histoire du Proche-Orient. Et je pense que l'être est profondément vaniteux, profondément narcissique, comme tous ces politiques, et qu'en fait, il hésite entre les deux tentateurs. Je m'arrête là, excuse-moi d'avoir pris un peu de ton temps. Non, c'est une très bonne analyse, et je suis assez d'accord. On voit déjà clairement qu'il hésite. C'est-à-dire même physiquement, on voit qu'il hésite. Et alors tu as parlé du général Curia, on voit aussi qu'il prête l'oreille de plus en plus, et c'est problématique dans le cadre du conflit russo-ukrainien, à un individu qui s'appelle Lindsey Graham, qui est le ministre plénipotentiaire non officiel des Républicains, et qui est l'homme du complexe militaro-industriel américain, et qui, je le rappelle, le complexe militaro-industriel américain, vous pouvez ajouter un tiret et mettre israélien, américano-israélien. Donc, il prête de plus en plus l'oreille à des gens comme ça, alors qu'au départ, Trump était assez détaché de personnalités comme Lindsey Graham, qui était plus proche de Biden, sur Lindsey Graham, sur le côté volet politique et de la guerre, par exemple en Ukraine, il était beaucoup plus proche de Biden que de Trump.
Et la Chine a annoncé que plus de 1600 de ses ressortissants avaient été évacués en toute sécurité d'Iran et des centaines d'autres d'Israël jusqu'à présent sous les auspices du ministère chinois des Affaires étrangères et des ambassades et consulats de Chine en Iran, en Israël et dans les pays voisins. Le ministère chinois des Affaires étrangères et les ambassades et consulats concernés continueront de tout mettre en œuvre pour faciliter le transfert et l'évacuation en toute sécurité des ressortissants chinois. J'aimerais appuyer sur l'intenable position d'Israël par rapport aux frappes iraniennes sur un hôpital. Écoutez l'ambassadeur d'Israël en France. Le plus important au niveau de victimes, pas obligatoirement, mais elles sont très importantes parce qu'un hôpital a été touché et des habitations ont été touchées. Il faut comprendre que les missiles iraniens sont précis. Ils sont très précis même, à un niveau d'un radius de 30 mètres. Donc... Comme les missiles israéliens à Gaza. Mais rappelez-vous de tous ces hôpitaux qui ont été massacrés par l'armée israélienne. Et l'armée israélienne, elle, disait vraiment qu'ils le faisaient exprès. Ils attaquaient tel et tel hôpital à Gaza pour dégager le Hamas. Quelle horrible guerre. Regardez ça. C'est un barrage de feu de l'aviation israélienne sur un hôpital. 40 bombes lâchées en quelques secondes. Ou celui-là. Depuis la fin de la trêve le 17 mars, il y aurait eu plus de 224 frappes israéliennes sur Gaza selon l'ONU. Une partie d'entre elles aurait touché des cibles uniquement civiles, notamment des femmes et des enfants. Le Haut Commissariat pointe également du doigt les ordres d'évacuation qui constituerait une violation des droits de l'homme. L'émission croissante par les forces israéliennes d'ordre d'évacuation, qui sont en fait des ordres de déplacement, a entraîné le transfert forcé des Palestiniens de Gaza dans des espaces de plus en plus... Alors comment justifier tous ces actes de guerre? Vraiment, la position d'Israël ne tient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que symboliquement, c'est un hôpital qui servait à soigner les soldats blessés à Gaza. Donc, de la part de l'Iran, évidemment, il y a un message clair derrière. Il y a aussi un message important, c'est-à-dire que les frappes, dans leur ensemble, depuis 5 nuits, ont diminué en termes de nombre, mais elles ont augmenté en termes de précision et elles ont aussi révélé des nouveaux missiles dans l'appareil militaire iranien, notamment des missiles balistiques qui, visiblement aujourd'hui, ont de moins en moins de difficultés à percer le dôme de fer, les 3 couches du dôme de fer, et ont de plus en plus de précision. Il y a aussi un missile qui a atteint ce matin le centre de Tel Aviv, détruisant un immeuble. Il y a de plus en plus de dégâts au sol sur, en particulier, les infrastructures civiles. Difficile d'évaluer quels sont les impacts sur les infrastructures militaires israéliennes, puisqu'il y a un blocus total médiatique. La zone de Haïfa, par exemple, est interdite aux journalistes. Bref, c'est très difficile d'évaluer l'impact des dégâts. Même les vidéos qui peuvent être prises à droite à gauche sont éliminées. Donc c'est une couverture très difficile à établir. On ne peut pas tout à fait savoir quel est le résultat des frappes iraniennes. Ce qu'on sait en revanche aussi dans l'autre sens, c'est que les Israéliens ont été très très redoutables pour atteindre leur cible sur le territoire iranien, détruisant toute partie des 2 principaux centres d'études atomiques qui sont celui de Natanz, historiquement celui d'Ispahan, mais pour le moment s'avérant incapable de détruire celui de Fordo, le plus récent, le plus nouveau, dans lequel pourraient se trouver les fameux 400 kilos d'uranium enrichi, également dans lequel se trouvent les RC9, c'est-à-dire la dernière génération de centrifugeuses. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le programme nucléaire iranien, pour le moment, c'est difficile d'évaluer s'il a été abîmé, s'il a été touché par les frappes israéliennes. En revanche, les frappes israéliennes ont été très très efficaces de par la maîtrise quasi totale du ciel au-dessus de l'Iran. Un paramètre également que je rappelle, mais qui est très important,
important, c'est la taille de l'Iran, 1,6 million de kilomètres carrés par rapport à la taille d'Israël, évidemment beaucoup plus petit. Et donc on se trouve face à un déséquilibre qui permet aux Iraniens de viser un peu toujours les mêmes endroits avec une concentration de tirs, tandis que, évidemment, pour Israël, c'est beaucoup plus difficile de trouver l'endroit où se trouvent les silos d'où partent les missiles balistiques et d'intercepter aussi les camions qui peuvent justement déployer les missiles balistiques à partir de leur remorque. Voilà. La Russie propose une médiation pour mettre fin au conflit entre Israël et l'Iran. Le président Vladimir Poutine a suggéré la négociation d'un accord qui permettrait à Téhéran de poursuivre un programme nucléaire pacifique tout en apaisant les inquiétudes israéliennes en matière de sécurité. Une offre de médiation déjà évoquée par Vladimir Poutine lors d'un échange avec Donald Trump. Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля. Le président Poutine s'appuie sur ses liens avec les deux pays pour envisager cette médiation, même si les relations avec Israël se sont fragilisées ces dernières années. Cette proposition intervient pourtant dans un contexte délicat, alors que la Russie est engagée dans une guerre en Ukraine depuis plus de 3 ans. Le Kremlin a même intensifié ses attaques aériennes et terrestres. Un immeuble de 9 étages a récemment été pris pour cible dans la capitale, faisant 28 morts et une centaine de blessés. De ce qu'on sait des discussions, Donald Trump a participé à des briefings dans la Maison-Blanche, dans la Situation Room, qui présentait des plans d'attaque. C'est pas lui qui les a élaborés. En revanche, il les a approuvés. Par ailleurs, pour contrer un peu ces élans un peu va-t-en-guerre, il l'a lui-même dit qu'il savait exactement où était Khamenei, mais qu'ils excluaient pour l'instant de l'éliminer, pour le moment. Donc ça montre encore une fois qu'il y a une volonté un peu à la désescalade, mais également montrer qui est du bon côté du manche en ce moment. Et de fait, Israël continue à mener leurs affaires et à se défendre à l'ensemble des raids aériens auxquels ils auront à faire face. Mais ça montre encore une fois qu'il y a un soutien à cet allié, parce que l'Iran menace directement la menace existentielle d'Israël, mais également crie mort à l'Amérique. Ce que l'on voit, on a pu constater que ceux qui voulaient la guerre aujourd'hui contre l'Iran, ce sont les Israéliens, les dirigeants israéliens qui essaient de tordre le bras à Donald Trump. Et aux États-Unis, ce sont les néoconservateurs qui ont une vision hégémoniste de la politique extérieure des États-Unis, fondée sur une vieille tradition anglo-américaine qu'a décrit Pierre-Antoine. Donc vous avez deux forces principales qui veulent la guerre contre l'Iran. Vous avez les dirigeants israéliens et le lobby pro-israélien. Alors là, pour le coup, qu'ils soient messianistes, likoudniks ou libéraux, sionistes, ils veulent tous la guerre contre l'Iran, parce que toute la propagande visant à pousser les États-Unis dans la guerre contre l'Iran, toute la propagande sur le nucléaire iranien remonte à Yitzhak Rabin. Vous savez, le gentil Yitzhak Rabin, l'homme de paix Yitzhak Rabin. L'ami des Voilà. Non, alors, c'est pas Oud Barak. C'est Yitzhak Rabin. Non, Rabin. Peut-être, je sais pas. Assassiné, Yitzhak Rabin, voilà. Évidemment, le travailliste Premier ministre assassiné voilà. durant son mandat. Lui, déjà, à l'époque, au début des années 90, en tant que Premier ministre. 1995, c'était, je me souviens. Voilà, il a été éliminé en 95. Il est arrivé, il a gagné les élections et est devenu Premier ministre en 1992, juin 92, si ma mémoire est bonne. Donc cette propagande et ces tambours de la guerre contre l'Iran sont frappés depuis le début des années 90 par les Israéliens, toutes tendances confondues. Voilà. Et le lobby pro-israélien aux États-Unis qui pousse Donald Trump vers cette guerre. Et pas seulement Donald Trump, l'administration Biden aussi. Quand il y avait eu les provocations israéliennes qui ont conduit aux ripostes, aux contre-offensives iraniennes en avril 2024 et surtout en octobre 2024, les Israéliens poussaient l'administration Biden à déclencher une guerre contre l'Iran. Et donc aux États-Unis, il y a des forces, y compris au Pentagone, qui refusent de déclencher cette guerre contre l'Iran parce qu'ils calculent et ils voient bien qu'il y aurait beaucoup plus à perdre
qu'à gagner dans une guerre contre l'Iran. Déjà en 2007, à l'époque de George W. Bush, donc George W. Bush et ses amis néoconservateurs et israéliens voulaient se lancer dans une guerre contre l'Iran. Et il y a eu une levée de bouclier au Pentagone. Un certain nombre de généraux ont menacé de démissionner massivement en cas de guerre contre l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères vient de s'exprimer. Il a dit que pour l'instant, les Américains avaient demandé de négocier. L'Iran avait répondu négativement. Mais donc il y aura un dialogue aujourd'hui entre donc l'Iran, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc à Genève. Et ensuite, ils vont voir comment ça va se passer. Il a également ajouté qu'il n'était pas question de négocier sur le programme balistique de Téhéran parce que personne ne pouvait imposer à l'Iran de renoncer à son programme balistique qui est donc selon Abbas al-Arqi défensif. En revanche, l'Iran est prêt à parler à la fois du programme nucléaire mais aussi de la situation régionale. Donc ce sont les dernières déclarations d'Abbas al-Arqi. On ne sait pas comment il va se rendre à Genève. Est-ce que il y a un avion qui va prendre depuis Téhéran pour aller jusqu'à Genève ou bien passer par la route via par exemple l'Arménie. C'est pas encore très clair. Et puis aujourd'hui, il y a eu ce matin une frappe dans le centre de Téhéran et donc selon les médias iraniens, c'est un bâtiment qui a été touché et dans ce bâtiment se trouvait visiblement, d'après les médias iraniens, un scientifique nucléaire iranien. On ne sait pas s'il a été tué ou pas, mais donc c'est la première frappe aujourd'hui après les frappes très intenses de la nuit dernière contre plusieurs quartiers de Téhéran, mais aussi des villes comme Rasht, Babol ou Bab el-Sar dans le nord de l'Iran, le long de la mer Caspienne. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment font actuellement les Iraniens pour s'informer et pour vivre ? Alors, pour s'informer, c'est très très difficile parce que l'internet est totalement coupé. Donc, on ne peut pas, par exemple, vérifier des sites d'information sur le téléphone portable ou sur les ordinateurs. Le seul moyen d'avoir des informations, c'est regarder les télévisions étrangères d'opposition qui émettent depuis l'étranger, notamment depuis les États-Unis ou depuis Londres, ou encore regarder la télévision iranienne. Il n'y a pas d'autre moyen de s'informer. Parce que tout est coupé, il n'y a aucun moyen donc d'avoir accès à l'internet. Alors pour ce qui est de la vie des Téhéranais, par exemple, la capitale reste toujours totalement vide. Apparemment, il y a un mouvement de retour après une semaine, après une semaine après le début des frappes israéliennes, parce que quand on va en province, il y a énormément de monde, dans différentes régions, et donc il y a une surpopulation dans ces régions-là, notamment à la mer Caspienne ou dans d'autres endroits dans les alentours de Téhéran. Et donc, cela crée un problème, par exemple, notamment pour l'eau potable, lorsqu'on a une population qui est multipliée par 5, par exemple, dans une zone particulière, et assurer l'eau potable, ça devient compliqué. Assurer le pain, ça devient compliqué, même si donc les autorités ont pris des mesures pour la distribution de farine ou d'essence. Et par exemple, les files d'attente qu'on voyait par exemple devant les stations d'essence à Téhéran il y a quelques jours ont disparu et on peut retrouver ces files d'attente en province, dans les endroits où les Téhéranais sont partis. Donc en fait, les embouteillages se sont déplacés vers les villes de province, et donc alors que Téhéran est totalement vide, qui est devenue une ville fantôme. Dernière chose, il y a donc après la prière du vendredi des manifestations à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, manifestations de la colère, que selon le terme qui a été utilisé par la télévision d'État, qui doivent débuter dans quelques minutes. Et tout le programme politique de Trump étant fondé sur une relance économique, là aussi, il pourra s'asseoir dessus, parce que si les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, enfin, déjà, une simple guerre contre l'Iran fera exploser le prix du pétrole. Si les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, il y aura une flambée, le baril du pétrole, le prix explosera, et puis la relance économique américaine, eh bien, il pourra l'oublier. Donc, il y a de nombreux obstacles. Et puis, comme le rappellent ses amis, Tucker Carlson, Candace Owens et d'autres,
on t'a soutenu et tu as été élu par 70-75 millions d'Américains pour mettre fin aux guerres inutiles, coûteuses, et pour relancer l'économie américaine. Donc s'il se lance dans une guerre contre l'Iran, c'est fini, terminé, voilà. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a demandé au peuple israélien d'éviter de se tenir près des sites militaires et de renseignement, alors que son pays continue de mener des attaques en Israël. Araghchi a déclaré à X que l'armée iranienne avait éliminé avec précision un siège de commandement de contrôle et de renseignement israélien, ainsi qu'une autre cible importante, mais n'a pas identifié l'emplacement. Il a dit que la vague d'explosion avait causé des dommages superficiels au centre médical Soroka, qui, selon lui, traitait des soldats israéliens blessés à Gaza. Israël affirme que l'Iran a directement visé l'hôpital, tandis que l'Iran affirme qu'il visait le centre de commandement près du centre médical. Les responsables du ministère de la Santé de Gaza indiquent que parmi les victimes figurent des enfants. 2 d'entre eux ont été tués après que plusieurs maisons de Jabalia al-Balad, dans le nord de la bande de Gaza, ont été la cible de tirs israéliens. Au moins 16 Palestiniens ont été tués alors qu'ils attendaient de recevoir des fournitures dans la zone de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Près d'une centaine d'autres ont été blessés. Ces dernières attaques surviennent alors que la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer. Nous avons été forcés de fuir ici. Aujourd'hui, plus de 50 familles vivent là, toutes originaires de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Ce bâtiment est gravement endommagé, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons même plus vivre dans la rue car il y a trop de monde. Nous avons cherché partout et nous n'avons trouvé que cet endroit pour nous abriter. Nous savons que c'est dangereux ici, mais nous n'avons pas d'autre choix. Lorsque nous sommes arrivés, les décombres faisaient 3 mètres de haut et nous avons passé 2 jours à les déblayer avant de pouvoir à peine vivre ici. Bien que ce soit dangereux, nous n'avons nulle part où aller. Nous manquons de tout, surtout de nourriture et d'eau potable. Israël en a 150, des bombes nucléaires, mais je ne pense pas que... Demandez au ministre qui est à côté de vous, c'est vrai qu'Israël a 150 bombes nucléaires. Il n'a pas le droit de le dire, donc il va pas le dire. Laissez-le parler. Ce qu'on a, c'est grâce à la France. Tout à fait. Attendez. Il faut rappeler, déjà, d'ailleurs, Shimon Peres a beaucoup bénéficié de l'aide française pour développer... Non, attendez, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu là. Est-ce que oui ou non, Israël a la bombe atomique? C'est secret. Oui, Israël possède un projet nucléaire depuis les années 60, grâce à la France, c'est vrai. Et 4e République, après le général. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, soyez précis. Attendez, monsieur le ministre. Vous dites, monsieur le ministre, attendez. Vous dites Israël possède un projet nucléaire. Israël a la bombe. Il n'a pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Et alors voilà. Mais laissez-le parler, Renaud Girard, vous êtes infernal. C'est pas un grand scoop. Bon, mais contrairement... vous arrêtez là. Non, mais il y a un point important. Parce que... monsieur, il dit Israël possède des armes nucléaires et l'Iran est attaqué. Voilà. Non, 150 ogives, l'ordre de grandeur que donne Renaud Girard. Non, mais Renaud Girard, non, mais monsieur le ministre, non, mais c'est important. Mais on a le droit de vous poser la question. Attendez, on a le droit de vous poser la question. Quand Renaud Girard dit 150 ogives nucléaires israéliennes, c'est un bon ordre de grandeur? Écoutez, c'est pas ça le point. C'est que Israël, non, excuse-moi. Israël n'a jamais menacé aucun pays de le rayer de la carte du monde. Mais l'Iran a fait souvent contre Israël. L'Iran a déclaré que l'arme nucléaire va servir de rayer Israël de la carte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire. Il a dit il n'a dit pas ça. Il n'a pas dit qu'il se servirait. Il n'a pas dit qu'il allait faire. Attendez. Les mots sont les mots. Bon. Le guide a tout à fait dit que Israël était une erreur historique, le sionisme, tout ça, et que Israël devait être rayé de la carte. Bon, les Iraniens n'ont jamais dit, peut-être qu'ils le pensent, j'en sais rien, mais je connais bien, je connais très bien le dossier. Les Iraniens n'ont jamais dit qu'ils allaient envoyer, nucléariser Israël. Ils ont même dit le contraire. Ils ont dit que l'arme nucléaire était... Non, s'il vous plaît, Renaud Girard, vous jouez avec les mots. Quand vous avez une puissance qui est à 1500 km, qui parle de votre pays en termes de cancer, mais pas très envie qu'il ait la bombe atomique. Tout à fait. J'ai utilisé dans mon dernier éditorial cette notion, et je comprends très bien les raisons invoquées par Benjamin Netanyahou, et je suis totalement opposé effectivement à la nucléarisation du Moyen-Orient, parce que ce serait trop dangereux. Il y aurait un jeu à 6 acteurs nucléaires, c'est impossible, c'est ingérable. Mais je redis qu'il y avait une négociation en cours et que c'est honteux de la part de Netanyahou, il va m'en vouloir, mais c'est comme ça, honteux d'avoir, par la guerre,
casser cette négociation qui fonctionnait entre les Américains et les Iraniens. Et c'est vrai que ça nous a permis de découvrir quelque chose qui n'avait pas été mis en avant, mais alors vraiment par aucun observateur comme moi, comme toi ou comme d'autres sur ce qui s'est passé au mois de janvier, sur cet accord stratégique entre l'Iran et la Russie, c'est qu'à l'initiative de l'Iran, faut bien être clair là-dessus, et c'est ce qu'a rappelé la diplomatie russe cette semaine, l'Iran n'a pas voulu de clause à la mode article 5 de l'OTAN pour faire court. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'Iran a dit... une clause de protection inconditionnelle. Si tu peux d'ailleurs nous expliquer un peu plus pourquoi ils ont refusé une clause de protection inconditionnelle. Alors, il y a deux possibilités, parce que c'est tout le problème aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe en Iran, c'est qu'on a affaire d'abord, je pense, à un problème très sérieux à l'intérieur de l'État. J'insiste bien, je vais peser tous mes mots parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la différence entre l'État, la population, etc. Mais à la tête de l'État iranien, nous avons une crise majeure entre plusieurs factions, en tout cas au moins 2, et qui dure depuis 1 an. C'est une nouvelle épreuve pour le commerce international. Le conflit entre Israël et l'Iran vient remettre en question l'équilibre mondial déjà fragilisé par la guerre tarifaire lancée par les États-Unis et aussi l'inflation. Le conflit pourrait contraindre les navires à s'éloigner du détroit d'Ormuz, rendant le transport de marchandises essentielles plus long et plus coûteux. So what we're going to see is increasing price pressure in the global marketplace, but more importantly, we're also going to start to see a lack of supply from the Middle East of their oil into the global market, which does run the risk of constraining supply, particularly for Europe. Now, there's the additional issue that a huge amount of LNG, liquefied natural gas, comes through the Strait of Hormuz as well. Qatar is a huge producer of LNG. And as a result of the Ukraine war, there was a pivot from the EU particularly to get their liquefied natural gas, their LNG gas, not from Russia, but from producers including Qatar. So anything that constrains transit through Hormuz for liquefied natural gas will have a much quicker impact on the EU, particularly in the manufacturing sector. Les consommateurs européens seraient les premiers impactés. Anyone who's involved in a supply chain is really at their wit's end, trying to deal with a massive complexity. It's like playing 4-dimensional chess, trying to deal with all the complexities and pressures that they face. And sudden spikes in oil and in the rates of shipping, as we've seen recently, cause massive disruption to supply chain, cause pressure on businesses, and that leads inevitably to one of 3 outcomes. Either you see significant price increases, and we've seen some of that. You see availability issues, so lack of products on shelves or getting to the factory floor, and we've seen that. Or you see shrinkflation, which is whereby product shrinks in size, but the price remains the same. And we've seen a lot of that as well. So I think that the consumers, not just in the EU, but beyond, are facing all 3 of those factors. Selon l'expert, le conflit actuel et la menace qui pèse sur le transit par le détroit d'Ormuz devraient inciter l'Union européenne à envisager de nouvelles perspectives. Alors que les bombardements israéliens se poursuivent en Iran, la Russie a mis en garde jeudi les États-Unis contre toute participation dans ce conflit. Moscou évoque les conséquences d'une telle initiative. Nous voudrions mettre en garde Washington en particulier contre une intervention militaire dans la situation qui serait une mesure extrêmement dangereuse avec des conséquences négatives imprévisibles. La Russie prend note des déclarations claires de la partie iranienne sur son engagement inébranlable à respecter ses obligations en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et sur sa volonté de reprendre les contacts avec les États-Unis afin d'élaborer des solutions possibles qui éliminent tous les soupçons et préjugés infondés concernant le programme nucléaire de Téhéran à condition qu'Israël cesse ses attaques. Les attaques qui inquiètent la Russie, dont plus de 200 travailleurs participaient à la construction de la centrale nucléaire iranienne dans le port de Béchir. Aujourd'hui, on voit aussi à travers cette crise la problématique de cet accord, c'est-à-dire qu'il y a probablement des gens au sein de l'appareil d'État iranien qui, en janvier, ont dit non, mais nous, on veut bien des accords de sécurité, d'aide mutuelle, d'assistance, etc.,
mais de réciprocité version article 5, c'est-à-dire quelqu'un agresse la Russie, on va se précipiter, ou la Russie, si nous sommes agressés, viendra à notre secours, ça devait gêner leur agenda personnel, au pluriel, par rapport à leur visée sur le pouvoir et sur l'accès de nouveau au pouvoir. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent très bien, et d'ailleurs les gens qui ont été tués par les frappes israéliennes là depuis une semaine en sont la démonstration. Il y a au moins 2 grandes factions qui s'affrontent à la tête de l'État iranien. On a celle qui est autour de la version, enfin du volet théocratique. Et puis, on a une autre fraction qui, elle, est la victime de tout ce qui est embargo sur le pays depuis des années. Parce qu'au niveau économique, ces gens-là ne gagnent plus d'argent. C'est des grands, on pourrait qualifier ça de grands bourgeois si on voulait prendre en comparaison avec ce qui se passe chez nous. Hein. C'est une oligarchie, c'est une partie de l'oligarchie du pays qui n'a plus de débouchés économiques et donc de garantie de s'assurer leur fortune depuis les sanctions. Alors que ceux qui sont dans le camp d'en face, eux, s'enrichissent grâce à l'embargo. Et il est notable de constater que parmi les premières cibles, notamment jeudi et vendredi, ceux qui ont été tués par les Israéliens, avec l'aide de complices sur place en Iran, il faut être clair, il y a des agents qui sont de nationalité iranienne qui ont aidé les services israéliens sur place. On a comme par hasard quasiment que des gens dont les familles ou les clans s'enrichissent grâce à l'embargo depuis qu'il est sur le pays. Tu vois, c'est-à-dire que on se dit, mais qui les a renseignés pour qu'ils sachent exactement que c'est eux qui veulent faire durer le régime et que les autres en face sont ceux qui ont intérêt à ce que ça change pour leurs intérêts économiques. Et je le rappelle bien, je ne parle pas de ce que pense la rue iranienne parce que je ne sais pas ce qu'elle pense et je pense que personne aujourd'hui ne peut être assertif en disant ils veulent le retour du fils du Shah, ils veulent un régime démocratique libéral ou ils veulent rester avec les mollahs. Hein. Celui qui a la connaissance fine de ce truc-là, je ne le croirais pas du tout s'il ouvre sa bouche aujourd'hui, hein, parce que ce serait un bonimenteur de première. Donc, on est dans une situation où même des accords diplomatiques avec le grand ami russe avec lequel on a des partenariats, eh bien, on voit qu'une partie de cette conflictualité à l'intérieur de l'État iranien se manifeste même dans ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, alors il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'au moment où ça se passe en janvier, on aurait pu, on peut aussi comprendre que les Iraniens n'auraient pas voulu être appelés à venir au secours, entre guillemets, ou à l'assistance de la Russie en Ukraine. Ça paraît également intelligible. Et puis après, il y a eu un autre point de vue qui est philosophique et qui est extérieur à l'Iran, mais qui n'est pas extérieur au reste du monde à part l'Europe, c'est que les systèmes d'alliance comme ça, avec des automatismes, nous, les Européens, on sait ce que ça coûte. Exactement. Et que les Iraniens, qui, je le rappelle, sont quand même les descendants des Perses, hein, c'est-à-dire une des plus anciennes, une des plus grandes civilisations de notre espèce humaine, sont pas des gens stupides, même si on n'est pas d'accord avec les mollahs aujourd'hui, ils en restent quand même l'héritier de cette culture. Donc, ils réfléchissent. Qu'est-ce que les automatismes nous obligeraient à faire ? Et dans quels engrenages on pourrait être pris et finalement broyé. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous sommes là pour honorer la mémoire du matou, le F-14 Tomcat qui a eu une fin de carrière pour le moins originale. Car cet énorme avion de combat qui faisait la supériorité aérienne de la flotte, qui pèse quand même 20 tonnes à vide, un Rafale à la masse max au catapultage c'est 21 tonnes, qui a une masse max au catapultage de 34 tonnes, cet avion a été achevé, en tout cas médiatiquement, par des drones. Pourquoi médiatiquement ? Car il semblerait que ces 2 avions touchés par des drones israéliens étaient en fait non opérationnels et c'est toute la problématique de faire son ciblage avec des images satellites. Vous ne savez pas si l'avion est vert, est en état de vol, ou s'il sert de cannibalisation, c'est-à-dire qu'on prend des pièces dessus pour faire tenir le parc. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde un petit peu ces images, qu'on revienne sur la légende du F-14, construit à 712 exemplaires, qui a connu le combat et des victoires aériennes avec la Navy, mais surtout avec l'Iran. Et autant il a impressionné dans le ciel dans les années 80, autant avec l'attaque d'Israël de ces derniers jours, on n'a pas beaucoup vu. Mais je ne vous cache pas que pour un avion qui a fait son premier vol il y a 54 ans, décoller n'aurait clairement pas été une situation d'avenir.
La BEI voit son plafond de financement pour cette année atteindre 100 milliards d'euros, un nouveau record. Dans le contexte de tensions géopolitiques, l'établissement confirme son engagement dans la défense et la sécurité avec un triplement de son effort. La BEI prévoit de consacrer 3,5% du total des financements dans le secteur militaire, avec actuellement 32 projets phares dans les tuyaux. We are financing the public sector when we are talking about large military barracks infrastructures. Just this week also we have got the go-ahead for the financing of a very important infrastructure in Lithuania, military barracks that will host a Bundeswehr brigade very close to the Belarusian border. And we're working with the European Commission to identify other key public infrastructures for military mobility. We are also financing large private companies when it comes to research and development programs, when it comes to innovation and also industrial capability. Le climat et les énergies propres demeurent des priorités pour la BEI. D'ailleurs, pour la Banque européenne, l'action climatique va de pair avec la sécurité européenne. L'établissement lance ainsi un nouveau programme d'investissement dans les technologies et l'innovation. La première vague de ce nouvel outil, doté de 70 milliards d'euros, sera consacrée aux industries propres. This has to do with the products to build energy grids. It has to do with guarantees for clean tech innovators. It also has to do with support to the wind industry and also support to the deployment of power purchase agreements, which are key to stabilize energy pricing for large European industries. La BEI veut agir pour l'autonomie stratégique de l'Union et pour cela, elle veut s'assurer que les champions européens restent en Europe. L'écho avec vous, François Langlais, et le groupe Nestlé, qui est l'un des plus gros groupes alimentaires du monde, on le rappelle, change donc de patron. Sa mission, se réinventer. Oui, et nouveau président, en effet, pour le géant suisse Nestlé, c'est Pablo Isla. C'est l'ancien patron du groupe textile espagnol Zara. Ah oui, changement de secteur. Ouais, sacrée réussite d'ailleurs. Et c'est le second changement de tête pour Nestlé. Il y a quelques mois, c'était le directeur général qui avait été révoqué en 24 heures. Lui a succédé un Français, Laurent Fraiche. Nestlé, ce sont plusieurs dizaines de marques dans le café. Nescafé, bien sûr, la confiserie avec Kit Kat, Smarties, l'alimentation pour bébés avec Gigos, les eaux minérales Perrier, Vittel, évidemment, et puis toute la gamme Purina pour la nourriture pour animaux. C'est bien simple, Nestlé, dont le nom est d'ailleurs dérivé de Nestline, petit nid, vous saviez ça? Ah bon? Non. Et oui, sur tous les paquets Nestlé, vous avez un petit nid avec un oiseau. Eh bien, c'est le numéro 1 mondial de l'alimentaire avec près de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais François, qu'est-ce qui ne va pas dans ce groupe pour qu'on change comme ça les deux têtes en si peu de temps? Grosse crise de fatigue. D'abord, il subit le contre-coup du boom au moment du confinement quand les ventes se sont envolées. Et puis, comme tous les industriels de l'agroalimentaire, il a ensuite augmenté ses prix, j'allais dire comme une brute, plus 8% en 2022 et en 2023, tout en réduisant les investissements dans le marketing et la publicité. Résultat, aujourd'hui, les ventes ne progressent plus guère, seulement 2% l'année dernière, et la bourse en ressent. Il y a 3 ans, Nestlé, c'était la star de la cote européenne, mais depuis un an, c'est le français Danone, dans le même secteur, qui lui met une sacrée claque. Et ça veut dire quoi? Qu'ils vont devoir baisser des prix ou au moins retrouver des prix un peu plus sages? Oui, mais c'est plus sérieux que ça. La junk food, vous savez, les Kit Kat et autres crunch, sont de plus en plus critiqués, y compris aux États-Unis, où le nouveau ministre de la Santé veut faire diminuer et la consommation de sucre et celle de produits transformés, 2 activités importantes pour l'entreprise. Il y a aussi la consommation massive des médicaments anti-obésité, vous savez, les Wegovy dont on a parlé à ce micro. Elle aurait fait chuter la consommation de produits d'épicerie de 6%. On en achète moins parce qu'on consomme ce médicament. Il y a une étude qui dit ça, au profit des produits frais. En plus, pendant longtemps, toutes ces multinationales de l'agroalimentaire ont été portées par la croissance des ventes dans les marchés émergents. Là aussi, ça plafonne. Il faut donc trouver des relais de croissance, plutôt dans l'alimentation saine, et puis aussi innover. Tenter de refaire le coup du siècle qu'a été l'invention de Nespresso, il y a 40 ans, un système intégré machine-capsule qui a été hyper rentable. Et puis il y a un gros caillou dans la chaussure de Nestlé, c'est Perrier, mise en cause pour la filtration de son eau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, Perrier, mais aussi Vittel, Contrex, Épar, pour lesquels Nestlé a été sommé de modifier la production afin de se conformer à la réglementation française. La nouvelle direction a annoncé son intention
de créer une filiale pour le business des eaux en Europe, avec quand même un désengagement en vue. Vous voyez que le petit nid suisse n'est plus si tranquille. Plus si tranquille et plus si douillet. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce sentiment patriotique aujourd'hui dans le pays encore ou pas ? Non, il n'y a plus du tout. Et moi, mon point de vue étant militaire, je suis bientôt à la retraite. Demain, on rentre en guerre, je me casse une jambe pour pas y aller. Clairement. Clairement. Ça nous rassure. Moi, j'étais prêt à donner ma vie pendant 20 ans à mon pays. J'étais prêt à donner ma vie. Je suis parti plusieurs fois en Afghanistan. Je suis parti en Libye. J'ai fait le tour du monde. J'ai pris des risques insensés pour mon pays. Et vous êtes pour déçu ? Des causes totalement déçus. On est mal géré. On n'a pas de budget. Les jeunes qui sortent, avant, ils étaient formés pendant presque un an. Maintenant, ils sont formés en 4 mois. On se retrouve avec, désolé du terme, mais des pipes sur le terrain qui ne savent rien faire et qui nous mettent plus en danger qu'autre chose. Déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la logistique, elle est nulle. Nulle. On a des gros hauts gradés qui pensent qu'à leur carrière, que quand il y a un contrat pour avoir un tel marché ou tel marché, ils demandent qu'est-ce que j'ai en échange. Ils ne regardent pas les prix, ils ne regardent rien du tout. Et nous, derrière, sur le terrain, on en pâtit. Clairement. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais chargé d'achat pour les mécaniciens. Une bouteille de WD-40 que vous achetez à 10 €, on va dire grand max à Castorama, je vais la payer 98 € hors taxe. On est géré comme ça. Vous avez le même syndrome que l'administration. Et donc, on n'a que des marchés. Et dès qu'on a une carte bancaire pour faire des achats hors marché, et dès qu'on achetait quelque chose qui était sur le marché, qui était beaucoup moins cher, on se faisait réprimander. C'est pour tenir les budgets, quoi. C'est pour dire on a besoin sans arrêt de plus de budget, alors. Tout à fait, mais il est mal utilisé. Il est mal utilisé, ouais.